ah ben tiens, mon robot, il est capable de vous apporter le café. Donc c'est bon, c'est résolu, tout va bien marcher. Mais regardez, alors il est super précis, hein, regardez, il pose le café au bon endroit. Mais qu'est-ce que ça veut surtout dire? C'est que tout est scripté et qu'il ne peut poser le café en fait qu'à cet endroit-là. Enfin que si globalement il nous manque quelque chose sur les conditions, ça va être catastrophique. Et là, pareil, on vous montre que ce genre de robot, grâce à sa manipulation bimanuelle, peut faire des choses super intéressantes comme ouvrir ici un flacon pour verser ensuite quelque chose. Mais attention, on a une équipe d'ingénieurs qui a passé du temps à programmer une solution qui marche pour cet objet-là. Si vous prenez un autre objet, ça ne marche pas. Donc, il y a vraiment le fait qu'il y a un coût super important de fabriquer ces solutions. C'est super impressionnant pour convaincre les partenaires industriels qu'il faut investir là-dedans. Mais la question de savoir est-ce que quand ça marche sur l'application X, ça va pouvoir marcher sur l'application Y, combien de temps il va nous falloir pour redévelopper une application, ben c'est pas du tout évident. Et c'est souvent là où le bas blesse et où les gens sont persuadés parce qu'ils ont vu une petite démo que ça va marcher dans un cadre général. Non, c'est pas le cas. À chaque fois, il y a besoin de redéveloppement et le coût de ces développements est super élevé. Donc, on a le même problème qu'avec le robot chien Aibo de Sony, qui était que à chaque fois qu'on voulait rajouter un comportement, les ingénieurs devaient créer un nouveau truc spécifique. Et donc là, les gens de Honda étaient très fiers d'avoir leur robot qui était capable de courir. Mais vous voyez que la notion de la course est bien moins jolie que celle de Boston Dynamics. Et si Boston Dynamics, ça s'appelle Boston Dynamics, c'est parce qu'il y a le mot dynamics, d'accord? C'est un truc qui est dynamique. Le robot, en fait, de Honda essaye de simuler un petit peu cet aspect dynamique, mais ils ont eu énormément de mal parce que justement, leur conception au départ n'était pas du tout dynamique de la marche. Et là, et à chaque fois, ça a été une révolution pour les gens qui conçoivent ces systèmes-là. Parce que vous voyez, quand les premières versions de Asimo étaient en train de fonctionner, ben, ce qui se passait, c'était qu'une fois qu'il avait monté des escaliers et descendu des escaliers, il fallait changer ses genoux. Parce que les rotules des genoux, elles prenaient un poids qui était tellement important et le système il était prévu vraiment de manière classique, ce qui faisait qu'à chaque fois, on avait un choc sur une marche et chaque choc sur une marche impliquait d'abîmer un petit peu les jeux d'engrenage. Et les jeux d'engrenage, ils avaient beau être résistants, au bout de je monte 10 marches et je descends 10 marches, il fallait changer les genoux. Alors, c'était pas grave pour faire une démo comme ça, mais après, si on se dit qu'on allait le vendre à des clients, les clients risquaient de pas être très contents si finalement voilà, vous montez les escaliers à la fin, et bien une fois que vous les avez montés, on jette le robot parce que c'est terminé. Et il faut bien vous rendre compte de ça. Et finalement, les progrès qu'a fait Honda au travers de ce genre de système, ça a été beaucoup plus de comprendre ce qu'il fallait mettre dans la mécatronique pour avoir une mécatronique qui soit robuste et avoir des systèmes qui vont intégrer des moteurs, des réducteurs, un système d'asservissement qui soit à la fois économe et qui soit robuste dans le temps. Voilà, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits là-dessus. Et si on revient à Boston Dynamics, bah, l'un des éléments clés, ça a été le Boston Dynamics, ce qui les a différenciés de leurs concurrents, c'est le fait qu'ils ont introduit le fait qu'il fallait rajouter un ressort systématiquement, entre guillemets, entre on va dire l'extérieur, à l'endroit qu'on va toucher, et le moteur. Donc, dans la chaîne, entre guillemets, de transmission mécanique, eux, ce qu'ils ont fait, c'est de tout le temps mettre un mécanisme ressort. Alors, qui pose souci, parce que le fait qu'on ait ce ressort, ça rend les calculs très compliqués à analyser, donc ça rend les aspects de modélisation difficiles, sauf que d'un seul coup, ça a rajouté énormément d'élasticité dans leur contrôle. Hop, je vais passer au suivant, pardon. Ça va? Alors, une chose, une notion qui est aussi très importante avant qu'on rentre plus dans le détail, c'est de comprendre que dans tous ces systèmes-là, le nerf de la guerre, c'est l'énergie. D'accord? C'est-à-dire que pas d'énergie, pas de système. OK? Tout commence par un aspect d'énergie et tout est lié à cet aspect d'énergie. Et si vous regardez cette question sur l'intelligence, sur même dans le monde biologique, qu'est-ce qui se passe avec des créatures, on va dire, de plus en plus complexes, eh bien, ce qu'on va voir, c'est comment on gère ce passage de l'énergie à l'information.
Voilà, c'est ça, c'est vraiment un enjeu important parce qu'au départ, tout est juste une question d'énergie. Mais apparaît cette notion d'information. Alors, cette notion d'information, elle est apparue notamment à la suite des travaux de Watt, donc le mec qui a inventé la notion des watts, hein, d'accord. Voilà, les travaux de Watt, qui travaillait à l'époque donc sur des machines thermiques, des machines à vapeur. Et vous avez peut-être vu dans des films qui vous parlent de cette époque-là qu'il était très courant d'avoir des machines à vapeur qui explosaient parce que justement leur contrôle était difficile et parce qu'on ne savait pas les contrôler. Pourquoi? Ben parce qu'on mettait de l'énergie, on chauffait une cuve, on a de l'eau qui passe en phase gazeuse, donc elle va occuper un volume beaucoup plus important, donc ça crée une pression importante, et donc cette pression, on va être capable de la transformer en mouvement mécanique. Donc ça, c'est le truc cool. Le truc qui est moins cool, c'est que si on règle pas bien la température, la pression devient trop élevée. Dans ce cas-là, on fait exploser notre machine globalement. Soit la cuve de la machine, soit les pistons qui ne vont pas être capables de résister à la pression. Donc la question, c'était mais comment faire pour avoir la bonne pression? À l'époque, on ne savait pas, donc on avait quelqu'un qui était toujours auprès de la machine et qui mettait un peu plus de charbon, un peu moins de charbon, ou qui ouvrait manuellement un petit tuyau pour libérer un peu de pression de manière à éviter que ça explose. Et dès qu'il s'y prenait mal, dès que ça se coinçait, eh bien, on avait des morts, des gens brûlés et compagnie. Donc, c'était pas très joyeux, forcément, ce genre de choses. Et la bonne idée, en fait, du régulateur de Watt que vous avez là, voilà, que vous pouvez voir, c'est que on peut exploiter, en fait, un petit système qui est juste avec un pendule, d'accord? On revient sur cette notion de pendule. Et en exploitant, alors j'ai coupé le son, hein, en exploitant ce pendule, on va être capable de transformer une partie de l'énergie, une partie infime de l'énergie qui est manipulée, en une information qui va nous permettre de réguler la machine et donc de commencer à avoir une machine, entre guillemets, intelligente à un niveau minimal. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que quand plus votre machine va tourner vite, ici ça va tourner vite, plus les boules vont monter. OK? Juste, ben, c'est comme vous pouvez le faire si vous prenez un seau et que vous le faites tourner très rapidement, même s'il a de l'eau à l'intérieur, vous allez pouvoir le faire tourner quasiment à l'horizontale. Et évidemment, c'est la vitesse qui est le paramètre important. Et donc, si ces boules montent, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que, hop, ce qui va se passer, et ce qui est montré, je vais le remettre après la vidéo, comme ça vous aurez c'est que si vous imaginez cette boule qui est en train de monter, elle va tirer en fait une petite languette qui est ici, et en tirant cette languette, ben, finalement, ça va nous permettre d'ouvrir un tuyau où on faisait passer, où on avait une certaine pression. Donc, si la pression devient trop importante, on ouvre plus le tuyau. Donc, en fait, la pression va baisser. Si la vitesse rediminue, on redescend. Donc, on va refermer notre tuyau. Donc, la pression va réaugmenter. Donc, on va avoir quelque chose qui va permettre de convertir, d'avoir une équivalence entre une vitesse de rotation et cette pression. Et le coût que ça représente, ben, c'est juste une toute petite fraction de l'énergie qui est utilisée pour faire la rotation de notre machine, qui est exploitée à ce niveau-là. D'accord? Donc, nous, on a normalement la chaudière qu'on va chauffer ici. On chauffe cette chaudière qui est là. On a du liquide qui s'échappe là, enfin, pardon, pas du liquide, de la vapeur d'eau qui s'échappe ici, qui normalement donc, permet de faire fonctionner un vérin qui est ici en le poussant. Et en général, ben, une fois qu'il a donc ce vérin est poussé ici, il permet de faire tourner une roue qui est ici. Donc on va se retrouver à transformer cette translation-là en rotation. Évidemment, il faut que notre vérin revienne dans l'autre sens. Alors ça peut se faire soit parce qu'on aura une certaine inertie ici et que la roue elle est entraînée et que une fois que ça arrive là, on libère la pression et libérant la pression, le piston ne va pas avoir de mal sur son inertie à revenir au point de départ. Soit même, on peut mettre un autre système qui alimente ici et en jouant sur le fait que vous ouvrez et fermez d'un côté ou de l'autre, ben, vous pouvez activer votre piston des deux côtés. En général, si vous prenez les voitures à moteur à explosion, tout ce qu'on fait, c'est juste avoir un mouvement dans ce sens-là et on peut avoir un monocylindre qui fonctionne bien de ce type-là, ou si après vous avez envie, vous pouvez avoir les moteurs à deux temps, à deux cylindres, à quatre cylindres et compagnie, ou à beaucoup plus que quatre cylindres, qui vont vous permettre de réaliser des choses plus ou moins complexes. Mais vous voyez, c'est toujours le même principe au final, mais l'élément clé, c'est je vais récupérer une petite partie de l'énergie, entre guillemets, de cette rotation, la réinjecter ici, dans mon régulateur.
Et ce régulateur, tac, ici, va ouvrir, entre guillemets, un tuyau qui peut être rebranché ici voilà, pour faire évacuer un petit peu de pression et éviter des problèmes. Alors, pas ici. Ici. Le problème d'envoyer ça, moi. Il viendrait plutôt dans votre cuve ici. Voilà, on peut prendre un petit peu ici pour libérer la pression s'il y a un souci. OK? Voilà. Et donc ça vous permet de sauver plein de vies. Et c'est le démarrage de l'automatique. Et donc, si je vous remets un petit peu la vidéo, donc vous voyez, vous avez ce régulateur-là qui assure que ça tourne effectivement à vitesse constante. À chaque fois, tac, il va remonter. Et vous voyez qu'il est tout le temps à la même hauteur. Il a la même hauteur parce que dès qu'il dépasse cette hauteur, eh bien, tac, ça fait ouvrir un peu trop. Et si vous voulez changer la vitesse de régulation, il vous suffit de changer la longueur de cette tige et l'endroit où vous allez la fixer, c'est tout. Donc, vous avez vraiment un contrôle qui peut être fait. Alors, on n'est pas dans l'informatique. Dès qu'on veut changer quelque chose, il faut changer mécaniquement le système. Mais finalement, quand on va faire des systèmes intelligents avec le côté informatique, ben, tout ce que ça nous permet, c'est de changer notre système beaucoup plus rapidement. Mais on n'échappe pas à la logique que notre information, elle a un coût et qu'il y a tout le temps un coût entre l'information et l'énergie qui est montré par ben, toutes les histoires, le démon de Maxwell. Vous connaissez tous l'histoire du démon de Maxwell, voilà. Non, il y en a qui ne connaissent pas. Donc, je vais la refaire pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est une expérience de... Non, il y en a... Pardon? Ouais, ouais. Donc, l'histoire du démon de Maxwell, c'est que, en fait, si vous prenez un système très simple. Donc, c'était une petite expérience de pensée liée à la thermodynamique. Donc, en fait, en thermodynamique, on sait que, entre guillemets, si un système est très agité, il est considéré comme étant chaud. Si un système est très peu agité, il est considéré comme étant froid. Et clairement, quand il fait chaud autour de vous, c'est que les molécules sont plus agitées que quand, entre guillemets, il fait froid. Et si vous êtes proche du zéro absolu, ben, ça veut dire que vous avez été capable d'annuler tous les mouvements en fait des atomes qui seront dans le gaz que vous allez considérer. C'est pour ça que c'est absolument super compliqué à réaliser ce type de prouesse. Et l'idée de Maxwell, c'est de se dire, voilà, supposons, et en thermodynamique, il y a ce qu'on appelle le principe de l'entropie, qui dit que dans un système qui est fermé, l'entropie de ce système, elle va forcément augmenter. C'est-à-dire que si vous prenez de l'eau chaude et que vous la mélangez avec de l'eau froide, vous fabriquez de l'eau tiède, mais à partir de l'eau tiède, vous n'allez jamais fabriquer un petit peu d'eau froide et un petit peu d'eau chaude. C'est pas possible. D'accord? L'état de désordre d'un système n'a tendance tout le temps qu'à augmenter. Le seul cas où l'état de désordre peut ne pas augmenter, c'est le cas où notre système a un apport d'énergie extérieure, du style, vous mettez un groupe frigorifique, ben, vous allez pouvoir refroidir quelque chose, vous mettez un système de chauffage, mais qui apporte avec un apport d'énergie, alors vous allez pouvoir chauffer votre système. Mais sinon, par défaut, si vous prenez quelque chose avec du chaud et du froid, vous le mélangez, vous allez juste augmenter l'état de désordre du système. Mais c'est aussi, ça vous parle aussi de cette notion d'état de désordre. Ça signifie que finalement, c'est normal que dans le monde, les choses s'abîment et que si on n'y fait rien, ben, tout se dégrade et à la fin, il n'y a plus rien de vivant. Et que c'est d'ailleurs un défi, le défi de la vie, d'être capable finalement de lutter contre l'entropie. Mais cette lutte contre l'entropie, entre guillemets, elle ne viole pas le principe de l'entropie. C'est OK par rapport à l'entropie parce qu'on fonctionne tout le temps avec un export d'énergie extérieure. Après, la question, c'est quelle est la taille du système que l'on considère, parce que si on prend la Terre comme étant voilà, un système fermé, a priori, c'est normal que son niveau d'entropie augmente quoi qu'on fasse. On a du bol, on a le Soleil qui nous envoie de l'énergie, mais voilà, à nouveau, si vous prenez le système solaire dans son ensemble, eh bien, son niveau d'entropie va augmenter, et on sait qu'au bout d'un moment, le système solaire, ça sera fini, il n'y aura plus assez d'énergie pour qu'il continue de fonctionner. OK? Voilà, donc ça, ce principe thermodynamique avec l'augmentation de l'entropie dans les systèmes physiques, c'est un truc qui s'applique pour des trucs physiques élémentaires, pour expliquer des tas de choses sur de la biologie et qui s'applique même en informatique puisque ces notions d'entropie sont exploitées pour définir la quantité d'informations et parler du fait est-ce que finalement j'ai un système qui est plus ou moins complexe en termes d'information. Ça va?
Et ça, vous avez tous vu au moins cette notion-là non, sur l'entropie dans l'information, en Master Pro. Oui, à un moment donné, vous avez vu quoi? Même si vous avez oublié. Alors, c'est le moment ou jamais de vous y mettre. Shannon et compagnie, ça vous dit rien? Ce monsieur? OK, d'accord, merci. Donc, reconnecter un petit peu les choses, hein. C'est le moment ou jamais de remettre tout ça en place. Mais voilà, je reviens sur mon histoire du démon de Maxwell. L'histoire du démon de Maxwell, c'est de dire, imaginons que j'ai des particules qui se baladent comme ça, et elles ont globalement la même vitesse. Enfin, non, il y a des particules qui vont lentement, des particules qui vont très vite, mais dans les deux endroits, il y a un peu de tout. Okay. Et donc, j'ai une température comme ça qui est moyenne dans tout mon système. Et j'imagine qu'il y a une petite porte ici. Et cette petite porte, ça me coûterait rien, entre guillemets, de l'ouvrir ou de la fermer parce qu'elle est toute petite et voilà. Ça va me coûter un petit peu de quelque chose, mais quasiment rien, on va supposer. Et on va avoir une caméra qui, elle aussi, ne coûte pas très cher par rapport à tout ce qu'on va être capable de faire avec ce dispositif-là. Et l'idée, c'est qu'on va observer les particules. Et quand on va voir, par exemple, une particule qui est rapide, qui va par là, on va ouvrir la porte pour laisser passer cette particule de l'autre côté. Quand on va voir une particule de ce côté-là qui va très lentement, on va ouvrir la porte pour la laisser passer ici. Et donc, l'idée, c'est que si je fais ça pendant longtemps, eh bien, ici, je devrais avoir que des particules qui vont lentement. Et de l'autre côté, comme j'aurai enlevé les particules qui vont lentement, j'aurai que des particules qui vont vite. Et donc, si je me retrouve avec ça, eh bien, je pourrais considérer que ça, c'est devenu froid et ça, c'est devenu chaud. Et vous voyez que comme je peux faire ça longtemps dans le temps, ça veut dire que même si ça m'a coûté un petit peu d'énergie, à la fin, mon gain d'énergie serait énorme. Et donc, un système comme ça pourrait voir son énergie réduite grâce à ce petit démon qui sera en train de faire ce travail-là. Et donc, si ce truc marche, on violerait le second principe de la thermodynamique, donc ce principe sur l'entropie. Et donc, les physiciens, ils étaient très embêtés. Ils étaient encore embêtés assez récemment par ce truc-là, en se disant, mais si on arrive à violer ce principe de la thermodynamique, alors même tout ce qu'on peut essayer de prédire sur notre univers et compagnie, ça ne tient pas beaucoup, parce que je vous assure que la thermodynamique, c'est au cœur, entre guillemets, de l'édifice physique. Et il se trouve que ce qu'on a pu montrer, c'est que le coût, en fait, d'informations pour acquérir l'information sur le fait qu'une particule, est-ce qu'elle est rapide ou lente, eh bien, globalement, ce coût-là, ce coût d'acquisition d'informations sera tout le temps au moins égal au gain, en fait, d'entropie que vous allez avoir. Donc, en pratique, il n'y aura pas de gain. Il faudra tout le temps donner de l'énergie parce qu'en fait, ça coûte. C'est pas si donné que ça, entre guillemets, de mesurer de l'information et que cette information, ça va vraiment avoir un coût et que c'est ce qu'on va retrouver dedans. Voilà. Pensez-y, souvent on le néglige, même quand on pense au système d'IA et compagnie. On vous en parle quand même un petit peu en ce moment quand on sait qu'il faut. C'est qui s'est acheté une centrale? C'est Microsoft, c'est ça qui s'est acheté une centrale nucléaire? Pardon? Google ou Microsoft? Je crois que c'est Microsoft. Ah, mais Google, ils y pensent tous pareil, hein. Voilà, où ils sont en train de racheter des vieilles centrales nucléaires et de les remettre en service, où ils veulent fabriquer leurs propres petits réacteurs nucléaires pour directement alimenter leur centre de calcul, tellement ça va consommer, où ils veulent aller les installer plutôt au pôle Nord ou autre, de manière à ce que ça leur coûte moins cher en refroidissement. Voilà, parce que sinon, ils n'arrivent pas à dissiper la température. Et ça, c'est quand vous posez des questions dans votre navigateur préféré, ben, systématiquement, ça va avoir un coût qui est assez important. OK. Alors, cette parenthèse n'est pas terminée. J'en reviens à cette importance du fait que finalement, la solution d'un système, elle peut être, entre guillemets, liée à la mécanique. Si vous prenez le robot marcheur de Honda, Asimo, il faut voir que lorsqu'il a été mis au point, ce qu'ont fait les ingénieurs de Honda, c'est qu'ils ont demandé à des sportifs, ils ont mis des pastilles sur les différentes articulations des personnes, ils leur ont demandé de marcher, ils ont enregistré ces trajectoires
Et ensuite, ils se sont demandé comment est-ce que je peux faire au niveau d'un ordinateur et de mon robot après pour reproduire exactement cette trajectoire. Et donc, ils ont considéré que la marche était quelque chose d'intelligent qui se planifiait. C'est-à-dire que leur vision de la marche, c'est une vision où on considère, eh bien, quand je suis en train de marcher, il faut que, ah oui, je dois soulever mon pied. Pour soulever mon pied, je dois faire un certain mouvement pour une de mes articulations. Pour l'autre articulation, je vais faire un autre mouvement. Puis après, je vais commencer à redescendre. Puis il faut que je fasse un autre mouvement sur mon autre jambe pour me préparer à atteindre le sol. Tac, j'atteins le sol. Il faut que je récupère mon équilibre, que je me remette en équilibre. Et puis ensuite, je continue comme ça d'avancer. Et si je me prends bien, quand je fais cette marche-là, on va faire ce qu'on appelle une marche qui est dite pseudo-statique. Eh bien, je me débrouille pour que j'ai, entre guillemets, mes jambes qui sont à là et que mon poids il soit tout le temps entre les deux. Eh bien, si je suis tout le temps, mon poids, entre guillemets, s'exerce à l'intérieur du triangle de subtentation, eh bien, je suis sûr que je suis tout le temps stable. Et donc, je vais tout le temps pouvoir fonctionner. Et donc, c'est l'idéal pour être capable de marcher. Le truc, c'est que, bien évidemment, quand nous, on court, qu'est-ce que je fais? Je suis en déséquilibre permanent. Et simplement, je me rattrape alors que je suis tout le temps en train de tomber. Et finalement, notre marche, c'est plus ça qu'une marche tout le temps pseudo-statique. OK? D'ailleurs, ce qui montre que la course du robot d'Asimov, il avait une course qui était stable et qui vous paraît si peu naturelle. OK? Donc là, ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a peut-être un problème dans ce qu'on a compris de la marche et un défi qui est un défi des années 80, c'est-à-dire que dans la recherche des années 80, il y avait vraiment la conception que un robot marcheur, c'est un robot où on doit avoir un système de planification relativement complexe qui doit calculer très vite pour garantir que la marche sera stable et notamment un gros problème de calcul de temps réel. D'accord? Parce qu'il faut un temps de cycle quand même suffisamment rapide pour que si je suis en train de tomber, je me récupère avant que je sois complètement tombé. Donc, il faut que j'ai des capteurs qui soient rapides. Et ensuite, il faut que j'ai mon temps de cycle pour calculer l'action suivante qui soit suffisamment rapide pour que j'ai le temps de corriger le problème. Et ce qu'a montré notamment McGeer et d'autres personnes, c'est qu'en fait, on pouvait avoir un robot marcheur comme celui-là, où vous pouvez regarder qu'il n'y a pas beaucoup d'informatique qui est embarquée, d'accord? C'est purement mécanique, et où ce système, en fait, qui est purement mécanique, est capable de marcher avec une marche qui est globalement très régulière. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il est capable de marcher? Parce que c'est un système dynamique qui va pouvoir être auto-entretenu. Alors, il y a une limitation à ce qui est montré là, c'est qu'il y a un plan incliné, vous voyez qu'il y a une petite pente. Cette petite pente, c'est ce qui va permettre de donner de l'énergie. Et dans ce cadre-là, ce qu'on montre, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir des moteurs, il n'y a pas besoin d'apporter de l'énergie. On est capable de marcher de cette manière-là. Et d'ailleurs, c'est aussi, à nouveau, ça vous montre comme quoi il faut vous méfier de ce que nous, les profs, on vous raconte d'une manière générale. C'est que je me rappelle un moment où j'avais des cours de robotique, alors à la fin des années 80, où les profs expliquaient que la marche était clairement moins bien que la roue. Et que la roue, parce que la roue, entre guillemets, d'un point de vue énergétique, c'était beaucoup plus intéressant que la marche, parce que la marche, c'était vraiment un truc atroce. Sauf qu'on a pu démontrer plus récemment que finalement, la marche, c'était l'équivalent d'une roue qui était simplement dépliée. C'est-à-dire que si vous regardez, c'est en train de passer quand on est en train de marcher, eh bien, c'est comme si on avait une roue, mais d'un diamètre qui serait immense, qui ferait finalement le rayon le rayon du cercle, ça serait ma jambe, et où simplement, grâce au fait qu'on a articulé, eh bien, ça nous permet de ne pas devoir la déployer et de ne pas avoir cette immense roue, mais globalement, voilà, de fonctionner grâce à la marche. Mais qu'au final, on revient sur ce principe de la roue. Alors, bien évidemment, on a des pertes de frottement qui sont un peu plus importantes à cause du fait qu'on est articulé à ce point-là. Mais en même temps, si vous imaginez l'intérêt, c'est que ça correspond à une roue qui, vous voyez, qui part de mes pieds jusqu'à mon buste ici et qui va plus haut que ma tête. Donc, si vous imaginez que vous avez un tracteur avec une roue comme ça, vous comprenez bien qu'il est capable de passer des obstacles qui sont monstrueux. Et ça explique bien aussi pourquoi notre marche nous permet d'aller fonctionner sur des terrains pour lesquels il vous faut vraiment un 4x4 avec des roues monstrueuses, un big truck pas possible, pour arriver à passer le même genre de choses. Donc voilà, donc ça, c'est cet exemple-là que moi je trouve intéressant, parce que là, il montre que finalement, l'intelligence, elle n'est pas forcément liée au calculateur qui va planifier ce qui se passe, mais si vous repensez votre système et que vous en revenez sur la mécanique, vous pouvez avoir un robot qui marche
avec une démarche en plus qui est complètement correcte, qui est auto-stabilisée, qui n'a pas besoin de gyroscope pour être capable de se maintenir droit. C'est simplement le fait qu'on n'y peut rien, mais les bras, ils balancent, c'est le fait que ces petits bras qui sont en train de balancer en même temps qu'on marche, ben, ça stabilise automatiquement la marche. Donc, ça fait qu'il y a plein de choses qui sont gratuites. Et ben, ce que Boston Dynamics a fait, et vous avez vu, alors je vous montre juste une des vidéos, mais il en existe plein. Hein. Donc on a donc soit les robots Spot, ou après il y avait les robots Big Dog et compagnie. Donc là, vous voyez ces robots avec notamment là ici des télémètres laser pour être capable de se positionner. Donc ce qu'on va avoir, c'est qu'on a un système qui est un robot marcheur, qui est basé sur cette notion d'une marche qui est passive au départ. Bien évidemment, il faut rajouter des moteurs pour la rendre possible sur des terrains plats, mais la logique va être vraiment d'avoir un système qui est réactif et pas un système qui est en train de planifier comme on aurait pu l'avoir avant. Et là, vous voyez les dernières variations qu'ils ont fait pour essayer d'aller vers des produits commerciaux. Donc, les premières variantes étant plutôt en hydraulique et là, cela étant en électrique. Pardon? Et là, vous voyez un autre robot, alors là, lui qui est intéressant, qui est inspiré de la puce, qui est capable de sauter. Alors là, on ne voit pas très bien sur la vidéo, mais vous allez peut-être le remarquer après. C'est que là, en fait, il saute globalement une dizaine de mètres en hauteur. Il arrive sur le sommet d'un bâtiment. Et là, vous voyez, en fait, voilà, vous avez une vue qui est plus, qui vous montre ce qu'il est capable de faire. Voilà, où il va sauter à cette hauteur-là. Ce qui est quand même assez impressionnant finalement de ce qu'on arrive à faire, parce que on a joué sur le fait qu'on peut effectivement accumuler de l'énergie, l'exploiter, et qu'après on peut avoir notre robot qui retombe pareil, et si on s'y est bien pris, il va pas se casser parce que justement les amortisseurs vont amortir le choc. Donc ça, c'est tout l'intérêt de cette solution. C'est quoi le principe avec les hélices? Donc, se fait avec les roues. Ah en fait, on a un ressort qui va être chargé, on va avoir un petit moteur électrique qui va tourner, qui n'a pas besoin d'être très puissant, qui va tourner pendant un temps qui est relativement long, qui va remonter le ressort pendant voilà, le temps qu'il faut. Et puis une fois qu'on a emmagasiné assez d'énergie, tac, on va libérer entre guillemets un petit levier qui va faire que automatiquement le système, au lieu d'être en charge, va pouvoir d'un seul coup se décharger. Comme on pourrait l'avoir sur un mécanisme d'un réveil manuel, vous savez, avec un ressort rotatif qu'on va être capable de charger, ou les petites voitures, hein, vous savez, voilà, des petites voitures qu'on peut comme ça entraîner ou recharger avec une clé, c'est vraiment ce genre de choses. Voilà. Et ça, alors, oui, pardon, après, j'ai été perdu. Non, c'est pas ça. Ah mince, je sais plus où j'en suis dans mon explication. Voilà, donc ça, on les a vus. Mais il veut pas aller à mon truc. J'arrive pas à le retrouver. Ah, oui, je sais ce qu'il faut que je fasse. Malheureusement, je peux pas revenir manuellement. Il faut que je... Oui, si je le fais là, je peux. Voilà. Donc là, vous avez, oui, hop, si j'arrive à me remettre là. Ouais, voilà. Donc ça, c'était ça. Voilà, comme ça, je peux reprendre. Donc c'est bon, je n'avais pas loupé le truc. Revenir. Ah mince, il veut pas. Bon, je suis désolé, je vais juste continuer dans ce cas-là, dans ce mode-là, pour vous montrer la suite de la vidéo. Alors après, donc, Boston Dynamics a travaillé sur des tas de variantes différentes. Est-ce que je peux zoomer sur pause? Je peux zoomer ici. Voilà, donc ils ont travaillé sur des tas de variantes du même système.
Là, notamment en le mettant avec des roues pour que finalement, dans certains environnements, il puisse toujours fonctionner, et en montrant qu'il pouvait faire un petit peu le meilleur des deux mondes, en faisant des trucs genre Segway et compagnie, qui arrivent à être fonctionnels. Donc là, voilà, là, ils ont beaucoup travaillé sur les capacités de leur système, toujours à avoir cet aspect d'élasticité, mais avec le fait qu'on pouvait les mélanger. Là, vous avez l'exemple de Big Dog, donc qui, lui, pour avoir suffisamment d'énergie, vous voyez qu'il y a un petit peu de fumée qui se dégage, c'est parce qu'en fait, il a un moteur thermique, genre un moteur de tondeuse à gazon, qui permet de l'alimenter en énergie pour que la partie hydraulique puisse fonctionner. L'intérêt, c'est qu'avec un système comme ça, on peut lui mettre des charges importantes et notamment Boston Dynamics essayait d'avoir entre guillemets beaucoup, enfin, a historiquement travaillé avec la DARPA, donc l'armée américaine, pour fabriquer ce genre de mule entre guillemets pour les troupes de commando, et ils espéraient arriver à leur vendre. C'est une jolie réalisation technologique, hein, c'est vraiment un succès de ce point de vue. Le problème, c'est que pour avoir l'autonomie, il fallait le moteur à explosion. Et qui dit moteur à explosion, quand on est un groupe de commando, on peste contre le robot parce que il fait tellement de bruit que les adversaires, ils nous ont vu arriver, enfin, ils nous ont entendu arriver avant de nous voir. Donc, ça sert plus à rien d'avoir un groupe de commando qui partent, voilà, en vadrouille. Donc, voilà, donc ça marche pas à cause de ça, parce qu'il y a ce problème d'autonomie tout le temps, le problème de l'énergie, en fait, qui est primordial dans ces trucs-là. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Boston Dynamics a été plus ou moins mal, hein, même s'ils sont tout le temps ceux qui ont montré les systèmes les plus impressionnants. Le point clé, c'est bien d'avoir une mécanique qui est sympa. On sait aujourd'hui qu'on peut faire la mécanique qu'il faut pour des systèmes intelligents. Donc là, vous voyez en plus les robots qui sont capables de faire le parcours. Donc là, c'était les premières fois où ils faisaient voilà, des figures. Maintenant, il y a des nouvelles vidéos qui sont vraiment super bluffantes. J'ai pas mis à jour, mais voilà, bon, celle-là, si vous allez sur le site de Boston Dynamics, vous en verrez. Donc ça, c'est cool parce qu'on voit qu'effectivement, il est capable de faire un saut périlleux. Donc un saut périlleux, ce qui veut dire, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas parfaitement planifier, hein. Les gens qui savent faire des sauts périlleux, vous savez qu'il y a une partie qui est forcément balistique où à un moment donné, il faut abandonner, et si vous n'avez pas pris la bonne impulsion, c'est foutu, vous ne vous rattraperez pas, vous allez tomber et vous pouvez vous faire mal. Et là, on voit que eux, au moins, ils sont un peu fair play. Ils vous montrent aussi les fails de leur système. Ça marche pas toujours aussi bien que ce qu'on voudrait. Donc là, on vous montre que c'est génial. Le robot, il peut ouvrir des portes, il peut faire plein de choses, mais je sais pas si vous avez été attentif. Vous avez vu ce qu'il y avait au niveau de la porte. Eh ouais, il y a les QR codes, hein. Pourquoi est-ce qu'il y a le QR code? Parce que leur robot n'était pas capable de reconnaître une porte, et parce que pour que ça se passe bien, eh bien tout était numéroté. Et si vous regardez aussi l'expérience précédente, qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, il y a une caméra au plafond qui permettait de localiser où était le robot. Et donc oui, il est capable de faire des choses en termes d'automatique qui sont vraiment super impressionnantes, mais c'est parce que finalement, c'est pas un système complètement embarqué. Parce que finalement, ce qui compte, c'est que ce sont les caméras extérieures qui nous permettent de bien se localiser. Donc là, méfiez-vous aussi de ce qu'on vous montre ou de ce que vous implicitement vous déduisez. Donc voilà, donc on a cette capacité à prendre des charges qui sont maintenant lourdes, à les manipuler, mais toujours pareil. Oui, c'est cool, ça peut donner des applications industrielles qui vont être sympas, mais vous voyez, les QR codes, ils sont pas prévus juste pour le bras de robot, et, enfin, ils sont prévus, ils les ont mis partout de manière qu'ils puissent être reconnus, mais systématiquement, voilà, il va y avoir à la fois des caméras extérieures et autres qui vont fonctionner pour l'aider. Mais après, effectivement, le système marche vraiment bien, va être capable de s'adapter. Et là, on voit un système qui est conçu de manière réactive, et pas avec une approche entre guillemets descendante, mais plutôt avec le fait que mon système, eh bien, c'est tout le temps l'information sensorielle qui va être première dans le fonctionnement. Systématiquement, je vais réadapter par rapport à ce qui se passe, à tel point qu'on a vraiment l'impression qu'il se comporterait un petit peu comme un humain, où après, justement, on lui prête des sentiments, où on a tendance à s'identifier à lui et à se dire, mince, on est en train de le blesser. Il y avait des gens qui voulaient commencer à essayer entre guillemets, de protéger les robots en disant, mince, les humains sont méchants avec les robots, il faut pas le faire. Et évidemment, c'était juste un ingénieur qui était en train d'essayer de montrer que son asservissement était stable et robuste. Lui, il sait comment ça marche derrière, il se passait pas grand-chose.
Et c'est vrai que dernièrement, il y a eu vraiment ce besoin d'expliquer que c'était pas méchant ce qu'on faisait au robot et que le robot ne souffrait pas quand on faisait ce genre de choses. Ce qui est assez marrant. Si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas. Après, je passe à la suite. Mince, pourquoi j'arrive pas à retrouver le truc? Ah non, non, c'est là, je voulais montrer. Hop, on passe à la suite. Oui, voilà, ça va? Donc, vous voyez, et finalement, là, je vous ai montré deux approches opposées. L'approche du robot Asimov, qui clairement était, je planifie tout à l'avance et j'essaye de complètement programmer. L'approche de Boston Dynamics a été de beaucoup plus jouer sur ce côté du système dynamique et qui a donné en fait des robots où clairement il y en a un qui surclasse l'autre, quoi. Enfin, je sais pas, enfin, si vous regardez un petit peu les vidéos, c'est vraiment impressionnant en fait la différence de comportement. Mais globalement, avec la manière dont était parti Asimov, c'est pas possible de directement rejoindre ce qu'a fait Boston Dynamics. Il faut abandonner une partie de la mécanique et reconcevoir la mécanique. Et donc, tout ça aussi pour pour, on va dire, relativiser notre rôle à nous en tant que spécialiste plutôt de l'aspect IA, on va dire logiciel, c'est que ben, si vous n'avez pas le bon hardware, c'est pas la peine d'espérer mettre en place une IA qui va vraiment bien faire le job. Le hardware, c'est vraiment le truc qui compte le plus au départ. OK? Alors, qu'est-ce que maintenant, si je dois analyser un système, ce genre de système, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a des outils mathématiques qui sont prévus pour ces choses-là, donc notamment qui vont vous permettre de considérer que tous les systèmes dynamiques, ça s'écrit comme un ensemble d'équations différentielles. Ça, c'est logique, hein, puisque c'est des systèmes qui vont varier dans le temps, donc c'est naturel que ça s'écrive sous la forme d'équations différentielles. Ces équations différentielles, si j'écris une équation de ce type-là, en fait, ça me permet de parler de n'importe quel système dynamique. Et globalement, je peux considérer qu'un humain, dans son ensemble, c'est ça. Sauf qu'il y a énormément de fonctions, puisque là, on va considérer que l'ensemble des quantités Q, ben, c'est l'ensemble des variables sur lesquelles je peux travailler. Donc, une partie de ces variables Q, ça correspond à mon système moteur. Toutes les articulations que je peux bouger dans mon corps, ça devrait correspondre à certaines variables Q. Mais ça ne se limite pas à ça. Parce que si je veux être capable de marcher en ayant décidé que je veux aller à un certain endroit donné, ben, il faut que je fasse l'hypothèse qu'une partie des variables, ce sont des variables qui définissent dans quel état je suis et quels sont un petit peu mes objectifs. Est-ce que je veux manger? Est-ce que je veux aller travailler ou autre? Ben, tout ça, je peux considérer aussi que ce sont des variables dynamiques qui vont évoluer dans le temps et qui vont être fonction aussi de ce qui va se passer, de ce que je vais avoir sur mes capteurs et des actions que je vais réaliser. Mais donc, d'une manière très générale, je peux écrire tout ça comme étant un immense système dynamique. Maintenant, quand on regarde les capacités qu'on a dans ces systèmes dynamiques, quel va être, entre guillemets, le moteur de la dynamique, eh bien, les gens qui ont vu soit de la mécanique, soit de l'électricité, savent en fait qu'il y a dans un système mécanique tout le temps trois composantes. Et finalement, on n'en est jamais sorti de là, hein, et après qui correspond d'ailleurs à ce qu'on est capable de faire en maths. Il y a un côté qui est un aspect, on va dire, résistif ou un aspect intensif, d'accord, qui est juste de dire, ben, j'ai une entrée, je peux la multiplier par un scalaire et ça va me donner une certaine sortie. Donc ça, c'est le cas le plus simple. C'est le cas en fait, auquel vous êtes, vous, habitué, notamment sur le côté informatique. On peut considérer qu'on a des systèmes qui fonctionnent comme ça, si ce n'est qu'en plus, nous, on a surtout tendance à seuiller. On a un autre élément, donc on a, voilà, donc on a ce côté-là, qui est l'aspect résistif. On a quelque chose qui est après intéressant, c'est qu'on a un effet qui est dit capacitif, qui va être, donc là ici, c'est finalement je multiplie par quelque chose. L'effet capacitif, c'est le fait que je peux intégrer une certaine quantité, d'accord, un Q de T dans le temps. Et donc ça, cet aspect de fabriquer cette intégrale, c'est une propriété que l'on va avoir. Alors, ces aspects d'intégration, si vous êtes dans un système électrique
bien, c'est la capacité qui le fait, son nom. Si vous êtes en mécanique, ben, ça peut être un ressort, d'accord? Un ressort que vous allez compresser. Si vous compressez un ressort particulier, ben, le fait de compresser ce ressort-là va vous permettre d'accumuler de l'énergie, d'intégrer de l'énergie. Donc, on va avoir ces aspects d'intégration. Si vous êtes maintenant l'autre élément, c'est un aspect, un aspect qui dit selfie lorsqu'on est en électricité, qui va consister à dire qu'en fait, je peux dériver dans le temps une quantité. Et donc ça, fabriquer cet aspect de dérivation en électricité, ben, ça se fait avec une self, donc une bobine. Si vous regardez une bobine, quand vous faites passer du courant électrique comme ça, ben, le courant va passer facilement, parce que c'est juste comme si on avait un fil électrique. Si maintenant vous mettez un signal qui est périodique en entrée, ben, selon la fréquence à laquelle il est, la self va le bloquer et empêchera le passage. Et globalement, on aura quelque chose qui dépendra de la dérivée en fait de ce signal. Okay. Voilà. Et en mécanique, ben, ça sera plutôt un vérin. Et c'est pareil. Voilà, je vais avoir un vérin qui va être capable d'amortir des choses. Donc, c'est tout le temps équivalent. Et il y a des théories, notamment pour les gens qui font de la modélisation de systèmes complexes. Donc, notamment, il y a un truc qui s'appelle les bond graphes. Je ne vais pas vous parler, mais je vous conseille d'aller regarder si ça vous intéresse. Il y a une théorie qui explique que n'importe quel système chimique, biologique, physique, enfin, tous les systèmes, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, vous pouvez partir de la représentation schématique de ce domaine-là pour aller vers une représentation théorique qui ne fait apparaître que ces quantités-là et qui va vous permettre d'ailleurs de simuler ces systèmes-là et même de simuler le passage de la chimie à la physique et compagnie de manière correcte. Voilà. Mais ça, c'est plus pour les gens qui font en fait, de la simulation de systèmes complexes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que à partir du moment où on sait qu'on a ces éléments-là, on comprend bien que ces équations différentielles vont être suffisantes pour parler un petit peu de tout ce qui est possible là-dessus. Mais la chose qui nous intéresse après en tant qu'ingénieur, c'est de s'assurer que quand on va fabriquer ces systèmes-là, ben, ils ont un fonctionnement qui est stable. C'est-à-dire que je veux savoir vers où ils vont et je veux être capable de prédire ce qui va leur arriver. Alors, prédire ce qui va leur arriver, il faut prendre ça avec délicatesse parce qu'on peut facilement prédire l'évolution d'un système dynamique qui est linéaire, mais prédire l'évolution d'un système dynamique qui est non linéaire, à part de rares cas où on va pouvoir travailler avec des exposants de Lyapunov et compagnie, on va borner notre système pour dire finalement, il est dans un certain domaine et comme il bouge que dans ce domaine-là, je sais immanquablement vers quel type d'attracteur on va aller. Dans les autres cas, quand notre système il va devenir chaotique, vous ne pouvez pas faire de prédiction au long cours là-dessus. Il y a un super bouquin qui est le problème à trois corps de, c'est quoi, c'est Liu Chen, et un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur l'histoire du problème à trois corps, qui parle justement du fait que quand vous êtes en physique et que vous avez un système où il y a genre trois planètes ou trois corps célestes qui sont ensemble, eh bien, vous ne pouvez pas faire de prédiction à long terme sur ce qui va se passer parce que vous avez une sensibilité extrême aux conditions initiales. Et c'est ce qu'on appelle dans les systèmes complexes aussi l'effet papillon ou le fait qu'on a un système qui est chaotique. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un papillon qui batte des ailes à l'autre bout du monde peut faire qu'ici, on aura une tempête ou au contraire du beau temps. Et que, évidemment, ça signifie aussi que les modèles météorologiques, ils ont une limite de capacité à prédire. Au-delà de quelques semaines, leurs prédictions sont complètement impossibles parce que ben, l'atmosphère terrestre, c'est un système chaotique. Ça va? Voilà, donc pensez que dans la plupart des systèmes, les physiciens en sont réduits à savoir qu'ils ne pourront pas, même leur simulation étant aussi précise qu'ils le veulent, on montre mathématiquement des aspects de chaos déterministe voilà, qui vous montrent bien les limitations de ces systèmes-là. Pour ça, ce qui vont suivre le cours adaptation-apprentissage, Mathias Roy, à la fin du cours, a une séance où il parle justement de ces aspects-là, un petit peu du chaos déterministe, notamment dans les réseaux de neurones, qui peut être employé comme étant un moteur de diversité, mais qui peut être aussi évidemment une source de problème, puisque ça signifie que toutes les simulations neuronales qu'on va faire, elles ont elles aussi on va dire une limitation dans le temps à partir de laquelle leurs prédictions deviendront forcément erronées.
Voilà. Alors, quand on veut faire l'analyse de ces systèmes dynamiques, eh bien, ce qu'on sait faire en général, hein, mais donc je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour que si vous avez un jour besoin de le faire, vous sachiez où aller chercher l'information. Ben, déjà, quand la dynamique elle est compliquée, peut-être que localement, cette dynamique n'est pas si compliquée que ça et que vous pouvez l'approximer d'une manière linéaire autour d'un certain point de fonctionnement. Donc, en général, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de dire, bon, OK, si je m'intéresse à tel point de fonctionnement, je vais regarder juste localement ce qui se passe et je vais pouvoir essayer d'approximer ma dynamique, soit comme étant linéaire, soit comme étant non linéaire, mais avec une non-linéarité suffisamment gentille pour que je sois capable de la traiter mathématiquement. Donc ça, c'est ce que font les automaticiens. Et puis après, on va, en général, regarder ces systèmes-là, donc qui sont des systèmes évidemment algébriques un petit peu complexes, et on va pouvoir regarder des histoires de valeurs propres, vecteurs propres, et si on fait ces hypothèses de linéarité, eh bien on va pouvoir regarder comment sont ces racines, et en fonction des racines, on va pouvoir regarder dans quelle mesure le système peut être stable ou pas. Voilà. Donc ça, après, on retombe sur des trucs qui sont liés, qui sont des maths appliquées qu'on va pouvoir regarder dessus. Et donc, on va avoir des formes de solutions qui sont des points fixes, des termes périodiques, le fait que ça puisse diverger à certains moments. Mais surtout pour nous, si j'en reviens à des problèmes, des considérations d'informaticiens, c'est que ça va me permettre aussi d'expliquer certains bugs qui sont, entre guillemets, inexplicables dans les systèmes informatiques. Et je m'arrête là, on fait la pause. Comme ça, je vous laisse en suspens. Mais comment je reconnecte ça avec mes problèmes d'informatique?